Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup aux organisateurs de cet après-midi de nous donner l'occasion de présenter ce Living Lab Bocage Forestier. C'est peut-être la première fois qu'on a l'occasion de le faire devant une audience nationale. C'est pas mal connu au niveau local en Nouvelle-Aquitaine, mais bon, au niveau français moins. Alors, je suis pas sûr qu'on ait suivi tous les déterminants et tous les principes du Living Lab tel que Maxence nous l'a présenté. On a démarré ce projet-là en 2020 et donc à l'époque, on n'était pas forcément au courant de tout. Bon, j'espère que Maxence, tu nous donneras quand même la moyenne à la fin de l'après-midi. On est un petit peu les Monsieur Jourdain du Living Lab, je dirais. Alors, pour donner quelques éléments de contexte, on est tous persuadés qu'on est dans un contexte de crise, hein. Maxence, tu l'avais aussi bien montré, avec une crise climatique qui accélère et se traduit par des dégâts forestiers assez majeurs liés à des aléas biotiques, mais aussi abiotiques, hein, incendies, tempêtes, pullulation de scolytes. On est aussi dans une crise de la biodiversité, hein, qui n'épargne pas nécessairement les forêts, avec aussi une diminution de la richesse spécifique d'un certain nombre de groupes, hein, insectes, oiseaux par exemple. Et donc, ce contexte de crise se cumulent aussi des crises socio-économiques avec une demande soutenue de bois, de biomasse, des exigences de stockage de carbone, et puis souvent des injonctions contradictoires de la part de la société, selon les parties prenantes. Et donc, on a non seulement besoin de forêts multifonctionnelles et résilientes, mais aussi que la société s'accorde sur les moyens d'y parvenir. Alors, on a vu, bon, on a constaté en Europe qu'une grande partie de ces dommages forestiers touchaient particulièrement les grandes forêts de monoculture, les grandes productions d'essence à croissance rapide, ces plantations de Douglas, épicéa, pins, etc., étendues sur des grandes surfaces. Donc, on a une notion que l'étendue et la faible diversité de ces forêts de plantation productives augmentent leur vulnérabilité aussi bien aux tempêtes, aux scolytes qu'aux incendies. Et inversement, un certain nombre de travaux empiriques, voire de simulations, et voire même théoriques, indiquent que augmenter l'hétérogénéité des forêts permet d'améliorer leur multifonctionnalité, que ce soit en termes de conservation de la biodiversité qu'en atténuation ou prévention des risques. Donc, on a tous un peu envie d'améliorer ou d'augmenter la diversité de ces forêts. Mais la question est de savoir comment on fait la transition entre voilà, des grandes surfaces de monoculture, de plantations souvent de conifères, vers des forêts plus hétérogènes, ce qu'on appelle de temps en temps ou de plus en plus souvent des mosaïques forestières hétérogènes. Et donc, c'est compliqué parce que ça prend du temps et en plus, tous les propriétaires ne sont pas forcément d'accord pour le faire chez eux. Donc, il y a des problèmes de gouvernance. Et puis après, il y a des problèmes de changement d'affectation des sols. Donc, on se rend compte que transformer un paysage forestier, c'est pas simple, et ça risque de prendre du temps. Et donc, on est à la recherche de solutions innovantes pour assurer cette transition vers des paysages forestiers plus hétérogènes. Et c'est là où on s'est dit qu'une idée était peut-être de travailler non pas sur les patchs de forêt, mais plutôt traditionnels de plantation, mais plutôt de travailler sur ce qu'on appelle les espaces interstitiels, les zones pas forcément gérées qui jalonnent le territoire entre différentes parcelles forestières plus ou moins gérées. Et pour cela, on s'est inspiré d'un système que vous connaissez sûrement qui s'appelle le bocage agricole, où justement les agriculteurs ont une espèce de cohabitation entre des parcelles cultivées et puis des linéaires où la gestion est beaucoup plus faible, voire pas du tout, et puis qui servent un certain nombre de services, enfin qui rendent un certain nombre de services, je dirais, au niveau du paysage, qui sont bien connus, hein, des services d'accueil de biodiversité, puisque ces haies servent à la fois d'habitat et de corridor de dispersion, mais aussi des services de protection contre un certain nombre d'aléas, tempêtes, inondations, érosions. Et puis, on a même vu aussi des services de régulation, notamment des attaques d'insectes ravageurs, parce que les haies abritent, par exemple, des ennemis naturels. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est d'essayer d'appliquer cette méthode, en fait, cette approche de transformation du paysage
dans une grande zone de forêt de plantation assez monotone, que vous connaissez bien, qui est la forêt des Landes de Gascogne, avec 900 000 hectares de plantations de pins maritimes, souvent assez uniforme, comme vous voyez sur la photo en bas à droite, mais qui présente malgré tout un certain nombre de lisières feuillues, maintenues de façon plus ou moins empirique par les propriétaires et qui peuvent servir de base à justement une analyse de la vertu de ce type de milieu interstitiel servant à la multifonctionnalité du paysage. Alors, c'est là-dessus qu'on a élaboré finalement notre Living Lab. Donc, on a appelé bocage forestier par analogie avec le bocage agricole et qui a trois grands objectifs. Le premier, c'est, comme je le disais, augmenter l'hétérogénéité puis améliorer la connectivité dans les paysages de plantation via des haies composites en bordure, en juxtaposition avec des plantations de pins maritimes, avec un objectif final d'accroître la résilience de ces massifs forestiers aux aléas qui sont en augmentation à cause du changement climatique. Et donc, on a ce double effet finalement d'accueil de la biodiversité et de protection. Mais on a ce troisième objectif qui est de maintenir la production soutenue du massif forestier à long terme, puisqu'on sait que la forêt des Landes de Gascogne contribue beaucoup à l'économie française, notamment du bois d'œuvre ou du bois de transformation. Et donc, on avait un peu toutes les dimensions de la multifonctionnalité, mais l'intérêt que l'on voit dans cette solution, on va qualifier d'innovante, c'est que elle permet le maintien d'une production soutenue, on va dire, intensive dans des plantations, et on va travailler plutôt sur les milieux adjacents, interstitiels, et donc faire une cohabitation, on peut le dire, ce qu'on appelle aussi le land sharing, entre différents modes de gestion, mais permettant malgré tout d'hétérogénéiser ou de diversifier ces paysages forestiers. Et donc le principe de cette d'application, en fait, le test de cette solution innovante, plutôt on peut appeler fondée sur la nature, puisque là, on n'intervient pas si ce n'est en plantant des arbres, c'est de prendre, on va dire, le principe de zone d'atelier, d'un territoire partagé, où on pourrait mettre en œuvre une démarche de recherche-action qui combine donc une analyse expérimentale des solutions que l'on veut tester, donc c'est plutôt l'aspect lab, avec une gestion de l'espace par les gestionnaires, propriétaires et autres parties prenantes, donc l'aspect plutôt living, et en concertation avec tous ces acteurs, et donc plutôt, on va dire, living lab. Alors, les premières actions qu'on a mis au cahier des charges de notre Living Lab, c'était d'abord de vérifier l'intérêt de ces lisières feuillues en termes fonctionnels pour l'accueil de la biodiversité et la protection contre les aléas, puisque l'aspect productivité, vous avez bien compris, elle est maintenue, mais de façon concomitante dans Ah, alors est-ce qu'on a... que l'on s'est fixé ensemble. D'abord, choisir les essences, donc en quelle composition penser. Ensuite, comment planter. Je ne sais pas si vous m'entendez encore ou... Et, oui, il y a eu un petit moment où tu étais figé, en tout cas de mon côté. Je ne sais pas si c'est le cas. D'accord, bah, je vais peut-être enlever ma caméra si j'y arrive. Je ne sais pas. Mais ça a duré 2 secondes, hein. Ouais, j'arrête la vidéo comme ça. Euh, alors, est-ce que vous voyez encore ma présentation? On la voit toujours, mais elle est en mode édition. D'accord, alors je reviens à la Alors, présentation. là, on a la partie avec les notes. Voilà, ok? Voilà, c'est bon. Voilà, désolé. Et donc, j'en étais voilà, à la concertation, à la co-construction de la plantation de nouvelles haies pour augmenter la diversité et l'hétérogénéité du paysage de plantation, dans le choix des essences, dans le mode de plantation, donc comment structurer ces haies, la largeur, la hauteur, etc., l'orientation, et puis aussi comment répartir ces haies dans le paysage, avec un double enjeu, l'enjeu de maximiser leur fonctionnalité en termes de connectivité ou
ou de protection d'aléas orientés, par exemple, perpendiculaires au vent, mais aussi de réfléchir à la répartition en termes fonciers, parce qu'il fallait identifier les propriétaires acceptant de planter des haies chez eux. Donc, ce Living Lab, il embarque un très grand nombre de parties prenantes caractéristiques et représentatives de la gestion de la forêt des Landes de Gascogne. Alors, il est piloté au départ par INRAE, la coopérative Alliance Forêt Bois et puis l'Institut européen de la forêt cultivée en termes d'organisation des réunions, de la concertation, etc., de préfiguration. Et après, toutes ces parties prenantes, donc qui sont les grands propriétaires de forêts publiques et privées, avec notamment le CNPF, l'ONF, la société forestière, les gestionnaires, les collectivités locales, un GIP qui s'intéresse aux risques, et puis après des gestionnaires de l'espace comme le parc naturel régional, et puis des ONG, notamment CEPANSO, qui est une organisation locale qui fait partie de FNE. Donc tous ces gens travaillent ensemble depuis maintenant 4 ans à avancer sur le test, voire l'implémentation, puisque comme c'est de la recherche-action, on fait en même temps qu'on évalue. Donc on s'est défini ensemble, ça a été le premier travail, une zone d'études partagée, cherchant un certain nombre de critères. Donc d'abord une proximité au labo et aux grandes agglomérations pour que euh, les gens puissent y accéder et voir ce qui se passe. Puis après, qu'elle soit représentative de la forêt des Landes de Gascogne en termes d'occupation du sol, et dans lequel on a cartographié la présence de lisières anciennes sur lesquelles asseoir nos premiers travaux de recherche. Puisque là encore, il fallait apporter des données euh, scientifiques solides pour valider cette approche. Donc, je donne juste quelques petits exemples de ce qu'on a déjà acquis. Bon, d'abord, on a un suivi multitaxonomique de la biodiversité associée aux haies de feuillus en comparaison avec les bordures de pins maritimes, qui sont nos témoins. Donc, on a trouvé, en général, et pratiquement dans tous les groupes taxonomiques, une plus grande diversité d'espèces dans les haies que dans les plantations de pins, avec des espèces communes, mais aussi des espèces souvent complémentaires ou différentes, alors que ce soit la diversité végétale, ici, les araignées, les oiseaux, les papillons. On a d'autres résultats sur les micro-mammifères, les chauves-souris, les reptiles, et bientôt la diversité du sol, notamment des champignons et des bactéries. On a aussi montré que voilà, les dendromicrohabitats, qui sont associés à un certain nombre d'arbres, sont aussi plus nombreux et plus divers dans les haies que dans les plantations de pins. Bon, là, c'est très lié à l'identité des espèces, hein, chênes et autres. Donc, ces dendromicrohabitats, on le sait, c'est des très bons indicateurs de biodiversité. Alors, on travaille en ce moment sur l'aspect protection, hein, puisque vous vous souvenez, c'est un des deux grands objectifs de cette solution innovante, qui est de protéger contre les aléas. Alors, en termes d'aléas biotiques, bien sûr, dans la forêt des Landes, on s'intéresse à la processionnaire du pin, et on montre voilà, qu'il y a moins de nids de processionnaires et que les papillons de la processionnaire du pin aussi sont moins nombreux à côté des haies, dans les peuplements protégés par les haies, que dans les peuplements de pins maritimes plus loin des haies. Euh, donc, on a aussi montré que la hauteur des haies était importante et que plus la haie est haute, et voire dépasse la hauteur des pins voisins, plus la protection contre les attaques de processionnaires est importante. On a fait cette année une expérimentation où on a mis en place des fausses chenilles, mimant une procession de processionnaires sur des rameaux de pin pour analyser la prédation par les oiseaux insectivores, notamment la mésange charbonnière. Et on a montré voilà, que les haies constituent des habitats particulièrement favorables à cette mésange et que du coup, elle peut avoir une activité prédatrice sur les processionnaires dans les peuplements voisins, plus efficace qu'en bordure de peuplement classique de pins maritimes. Donc, on est sur une explication mécaniste du rôle des haies en termes de protection contre les aléas biotiques. Alors, on travaille maintenant aussi sur la protection contre les effets de tempête. Alors c'est des résultats plus d'expérimentation ou de modélisation qui montrent que des bordures de peuplement forestier, quand elles sont graduées, biseautées, échelonnées, atténuent les dégâts forestiers. Donc, il reste maintenant à le démontrer de façon empirique
dans nos espaces. Là, on est un petit peu tributaire des prochaines tempêtes et des prochains coups de vent, donc ça, on va le suivre. On a aussi un objectif très fort d'essayer de prévenir les dégâts d'incendie, notamment après les gros incendies qu'on a vécus il y a 2 ans. Et là, on est intéressé par le concept de pare-feu vert, Green Fire Breaks, qui se développe beaucoup en Asie, en Australasie, et qui repose sur le principe qu'il faut associer au traditionnel pare-feu des plantations de feuillus denses qui permettent d'atténuer la propagation du feu par des phénomènes de changement microclimatique, notamment d'atténuation des températures, d'augmentation de l'humidité. Et là encore, on va procéder à des suivis sur les prochains incendies pour vérifier cela, sachant que bon, il y a eu des observations lors des grands feux de Landiras que les ripisylves avaient ralenti les incendies. Donc là, on est typiquement dans l'approche Living Lab où on apprend en même temps qu'on installe pour voir si ça fonctionne. Alors, l'autre grande partie qui est de travailler sur la méthode et d'installer des nouvelles lisières. Donc, on a travaillé pendant pratiquement 2 ans avec toutes les parties prenantes qui ont partagé leurs données sur des essais de plantation d'essences feuillues qui étaient en capacité de se développer assez vite, de survivre et de se développer dans le milieu très contraint qu'est la forêt des Landes, avec un sol pauvre et sec et chaud en été. Et donc, on a fini par se mettre d'accord sur un nombre de 7 essences que l'on va pouvoir planter en mélange, qui seront adaptées aux différents types de landes. On avait eu, par exemple, des discussions aussi sur l'identité de ces essences et d'un commun accord, après plusieurs réunions de concertation, on a exclu les essences exotiques. Donc, ce sont que des essences locales. Donc, vous voyez, on en est à définir des kits de plantation. Ça a aussi incité les pépiniéristes de produire ces feuillus en pot pour pouvoir les planter. Et donc, ça a incité voilà, aussi au niveau de la filière de production de plants, eh bien, une recherche technologique pour arriver à produire des plants qu'on va pouvoir installer dans les haies. Donc, on a commencé la plantation de ces nouvelles haies là, il y a plus d'1 an, en collaboration avec Forélite et Alliance Forêt-Bois, par exemple. On travaille aussi sur le mode de plantation. Donc là, on expérimente avec les propriétaires une composition de ces haies nouvelles en termes de nombre de lignes, en termes de densité dans la ligne, etc. Et puis, là, on ne l'a pas commencé, mais ça sera pour les prochaines années. On va réfléchir à comment on distribue ces haies dans le paysage. Et ça va vraiment dépendre des résultats qu'on aura trouvés de façon plus empirique sur la position, l'orientation et la connectivité des haies en termes de fonctionnalité. Donc, le financement de ce Living Lab, en fait, il a bénéficié d'une feuille de route de la région de Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Néoterra, qui est destinée à la transition écologique des territoires en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on a eu en même temps la possibilité de participer à 2 projets Horizon Europe, Superbe et Ecoto-Adapt, qui ont été très utiles en termes de financement, puisque là, on doit être plus d'1 million d'euros de subventions, mais qui nous ont obligés à accélérer la manœuvre pour pouvoir donner des résultats dans ces projets-là, ce qui fait qu'on a peut-être brûlé un certain nombre d'étapes dans le déroulement classique de l'organisation des Living Labs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long et je suis ouvert à répondre à vos questions. Merci Hervé, on est dans les temps. Alors voilà, on rebascule sur notre fenêtre. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors déjà, je vais essayer de voir si dans le chat... Non. La question du chat également, Monsieur Pillard, elle datait de